Monseigneur Delville, Bonjour. bonjour. L'actualité pour le moment, c'est évidemment les attentats, le terrorisme. Depuis les attentats à Charlie Hebdo, les opérations terroristes en Belgique, on peut dire que la peur a pris une ampleur considérable en Europe, dans notre propre pays. L'armée a été appelée dans certaines villes belges, comme Liège, Bruxelles, Verviers, oui, pour assurer la sécurité. Des expos sont annulés aux quatre coins du pays, des manifestations pour des raisons de sécurité, des débats publics annulés. Qu'en pensez-vous? C'est vrai qu'on est dans une situation difficile. Donc l'attentat de Paris autour de Charlie Hebdo, c'est vraiment la confrontation de deux logiques. Une logique de violence d'un côté, une logique de liberté de parole de l'autre. Et donc, ça a fait un véritable clash. Et on sent bien que ça a une dimension mondialisée. Maintenant, il est vrai que toute la question est plus globale que simplement l'attentat de Paris. Il y a quelques mois, on me disait déjà que des terroristes djihadistes étaient surveillés en Belgique et qu'un jour ou l'autre, il y aurait des perquisitions. Donc, ça nous montre que ce qui s'est passé à Paris s'est aussi passé chez nous sous une autre forme et que le phénomène est un peu mondial. Donc je crois qu'en effet, on doit réagir, mais pas par la peur. En effet, le danger, c'est d'être pris aux tripes par les images TV ou par des discours un petit peu simplistes. Moi, je crois qu'il faut réagir d'une manière plus profonde par la compréhension, par l'étude des choses et aussi par le dialogue. Justement, par rapport à ce climat de peur, vous parlez de dialogue, d'études. En tant que chrétien, comment, en famille, peut-on gérer cette situation? Puisque de toute façon, nos enfants sont face à toutes ces images, ils entendent les choses, son conjoint, enfin dans la famille. Comment dialoguer sur cette question? Peut-être qu'il faut aussi faire prendre conscience aux enfants que des djihadistes sont pour la plupart des enfants qui ont été à un moment donné insatisfaits, qui ont eu leur crise et qui ont bifurqué d'une manière mauvaise parce qu'ils n'ont pas eu justement le contact familial suffisant, ils n'ont pas eu l'entourage familial suffisant, n'ont pas eu le dialogue suffisant et alors ils se sont subitement radicalisés. Les analyses montrent aujourd'hui que la plupart des terroristes venant d'Europe et qui sont engagés en Syrie sont au fond des jeunes en rupture de banc. Celui qui autrefois aurait été éventuellement un type alternatif sur la rue en train de jouer de la guitare, ben ici il vit son aspect alternatif en allant faire la guerre ailleurs. Donc ça veut dire que c'est par manque d'accompagnement, bien souvent, d'intégration, de perspective de vie, que des jeunes en arrivent là. Donc à nos jeunes, il faut aussi faire prendre conscience de l'importance de se parler, de l'importance de se donner des projets de vie, de l'importance d'avoir aussi des objectifs dans la vie et ne pas se limiter simplement à, je dirais, la société de consommation. Si on a ce dialogue-là, c'est vraiment l'essentiel. Alors, comme chrétien, quelles sont justement les bonnes questions à se poser par rapport à cette problématique? Donc, comme chrétien, je pense que Jésus faisait toujours le premier pas vis-à-vis des personnes en difficulté. Et il engageait le dialogue. Donc ça me paraît important de faire le premier pas et de comprendre l'autre dans son altérité, le musulman en l'occurrence dans son altérité. Parce que il est bien clair, d'après toutes les analyses, que ceux qui se revendiquent du djihad ne sont pas en fait des gens qui pratiquent vraiment le Coran. Tous les imams disent que ce sont des gens qu'on ne voit pas dans nos mosquées. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Coran. Donc ce sont au fond des jeunes radicalisés qui se donnent un vernis religieux pour avoir une espèce de dimension absolue à leur engagement, mais qui ne sont pas éduqués au niveau religieux. Donc je pense que, comme chrétiens, nous devons avoir des contacts avec, je dirais, les vrais musulmans, pour comprendre qu'eux, ils ont un engagement religieux sincère, et que ils doivent évidemment se démarquer d'avec ceux qui se réclament de l'islam, mais qui sont en fait sous couvert de l'islam des véritables terroristes. Quels sont, selon vous, donc, je dirais oui, il y a ce dialogue qui revient dans votre credo, quelque part, de l'intégration, pour vous, est-elle
possibles dans un milieu? Quelles sont les pistes, sans sombrer dans l'angélisme, quelles sont les pistes possibles pour une meilleure intégration? Donc les pistes possibles, c'est des lieux de rencontre. Nous allons par exemple, le 6 mars, si je ne me trompe, faire une rencontre à Verviers avec des imams et des chrétiens. On m'a demandé une chose analogue pour Oui, pour la ville de Oui. Il y a des projets sur Liège. Il y a donc, si vous voulez, des initiatives qui sont en train de naître où on se dit comment se faire rencontrer réellement, physiquement, des personnes de religion musulmane et des personnes de religion chrétienne. Donc je crois que c'est très important de susciter des lieux pareils. Ou alors, si on a l'occasion dans la vie quotidienne, d'oser parler des choses avec la personne d'une autre religion que l'on rencontre et ne pas se contenter, si vous voulez, d'esquiver le sujet. Je crois que c'est important d'approfondir et de porter à la parole ce qu'on est en train de vivre ici. Alors évidemment, cette actualité de sécurité, d'antiterrorisme, de djihadisme a relancé le débat sur les cours de religion, comme ce fut le cas après le 11 septembre. Il est question, on en a parlé il y a quelques semaines d'ici, de supprimer 1 heure dans l'officiel du cours de religion, de tous les cours de religion, de tous les cours philosophiques, au profit d'1 heure d'éducation à la citoyenneté. Alors, cette fois-ci, le ton est beaucoup plus vif. Alors, est-ce que nous allons aller vers la suppression des cours de cours philosophiques? J'espère que non, parce que moi je pense que c'est à travers le discours religieux et l'autorité naturelle qu'il a, à travers aussi la tradition qu'il représente, qu'on peut faire un discours de citoyenneté. Si on fait un cours de citoyenneté déconnecté des racines qui font un peu le fond de la personnalité des gens et qui touche à la dimension religieuse, alors ce cours de citoyenneté risque de devenir pour moi une pure théorie. Donc personnellement, je pense qu'il est très important que tout le discours sur la citoyenneté soit ancré dans des traditions religieuses et philosophiques. Dans l'enseignement libre, on a heureusement la possibilité d'avoir ce cadre-là, et c'est déjà le cas dans nos cours de religion catholique dans les écoles libres. Il y a des modules importants de citoyenneté, ils peuvent être certainement développés, mais ils ont la chance de pouvoir être développés à la lumière d'une tradition qui les nourrit. Entre autres, l'Évangile, toute la Bible, une tradition aussi de personnages célèbres qui nous inspirent, je pense à François d'Assise par exemple, et d'autres personnes. Si on n'ancre pas un discours de citoyenneté dans une histoire et dans un humus de tradition profonde, alors ce discours va rester en surface. C'est pourquoi moi je plaide pour que la dimension de citoyenneté soit intégrée dans le cours de religion et que le professeur soit formé à cette fin. Évidemment, certains en effet disent, oui, si des cours sont donnés au niveau musulman par des imams qui n'ont pas la formation à la citoyenneté, ne vont-ils pas tenir des discours radicaux? Il faut donc répondre, la formation des imams est importante et doit correspondre à cet objectif. Ça doit être en effet vérifié. Mais il vaut beaucoup mieux que l'imam soit converti au discours de la citoyenneté que de croire qu'il faut faire la citoyenneté en dehors du discours religieux, avec le risque de radicaliser celui qui fait un discours religieux et le risque qu'il tienne alors un discours presque contraire. Donc je crois qu'il faut davantage travailler sur la formation des professeurs de religion, que ce soit musulmane, chrétienne ou autre, pour qu'ils soient capables d'intégrer cette dimension-là dans leurs cours. Alors, évidemment, toute la sécurité, la lutte contre le terrorisme a mis le volet social en arrière-plan. Et pourtant, les perspectives ne sont pas très optimistes, à l'inverse de ce que vient de déclarer le président des États-Unis, qui annonce des chiffres plutôt enthousiasmants pour tout le côté outre-Atlantique. Les chiffres annoncés, près de 17 000 personnes vont être exclues du chômage, dont 13 500 en Wallonie, 1 500 personnes handicapées qui ne recevront plus leur allocation. Oui, c'est vraiment un problème, parce que dans les mesures qui sont prises, je dirais, on mélange en quelque sorte des situations qu'on a considérées abusives et à cause desquelles on a pris des mesures, avec des situations qui sont des situations de besoins réels.
Et donc on met les gens dans les difficultés, on leur cause des problèmes supplémentaires, les CPAS vont être surchargés de nouvelles demandes, et donc finalement ce sera quand même d'une certaine façon le pouvoir public qui devra répondre à ces demandes, parfois de manière peut-être moins professionnelle, de manière moins efficace. Donc moi je trouve que là, il y a une erreur d'appréciation. Maintenant, les CPAS disent qu'ils devraient peut-être être réunis, enfin certains disent que les CPAS devraient être réunis carrément avec les communes, fusionnés avec les communes, justement peut-être pour leur donner, je dirais, une assise, on va dire financière, je dirais plus stable, plus sûre. Ça ne fait que montrer combien, à un moment donné, on fait glisser les problèmes d'une institution à une autre. Et donc, en ce sens-là, moi, je pense qu'il y a quand même un peu une erreur de calcul.